De Gaulle boude toujours la 4e République. La traversée du désert est longue. En 1953, Foccart l'entraîne en Afrique. Et c'est en Côte d'Ivoire que Foccart rencontre l'homme qui, après De Gaulle, tiendra sans doute la part la plus importante dans sa vie. Félix Houphouët-Boigny. L'homme sera le parfait relais de la politique africaine de la France, et bien plus encore. Houphouët-Boigny est un homme politique africain très important. C'est aussi un homme politique français très avisé. Michel Roussin, officier supérieur de gendarmerie, ancien directeur de cabinet d'Alexandre de Maranche, le directeur des services secrets extérieurs, au service de Jacques Chirac à la mairie de Paris et à Matignon, ministre de la coopération entre 1993 et 1994. Il a, lui aussi, une analyse qui se rapproche de celle de ses amis. Il est en relation très étroite avec l'exécutif à Paris. Houphouët était par lui-même un personnage très considérable, le personnage dominant de l'Afrique francophone, oui. Il ne faut pas oublier qu'il a été député au Parlement français, qu'il a été ministre du gouvernement de la 4e République. Jean-Christophe Mitterrand, ancien journaliste de l'AFP pour l'Afrique de l'Ouest, entre à la cellule africaine de l'Élysée en 1983 et la dirige de 1986 à 1992. Mais en plus, dans la culture africaine, c'était le doyen, c'est surnommé le vieux, et j'allais dire, il n'y avait pratiquement pas un chef d'État d'Afrique noire qui ne l'appelait pas pour lui demander conseil ou pour seulement échanger au moins une fois par semaine, minimum. Le téléphone marchait beaucoup en Afrique. On a là un relais possible et Houphouët-Boigny sera toujours un allié fidèle qui partagera les analyses françaises. Voilà un chef d'État qui était très proche de Jacques Foccart. Maurice Robert, futur bras armé et ami intime de Foccart. Félix Houphouët-Boigny, futur relais politique et ami intime de Foccart. Mais aussi les commerçants, les administrateurs coloniaux, les personnalités locales. Il ne néglige personne. Foccart place tous ses pions sur son échiquier africain. La 4e République est moribonde. Le 13 mai 1958, la rue d'Alger et les militaires en appellent au général de Gaulle. Pour Foccart et ses amis, il faut saisir l'opportunité. C'était la fin de la France de la 4e République, c'était évident. Notre préoccupation à nous ici, le petit groupe que nous étions, donc je le répète, il y avait Jacques Foccart, il y avait Guichard et moi. Nous étions très inquiets de ce que les gens d'Alger ou de Paris pouvaient faire, parce que notre crainte, c'était que le général ait l'air de revenir dans les fourgons de l'armée. Jacques Foccart et quelques autres montent l'opération Résurrection. Objectif principal, que De Gaulle soit appelé au pouvoir légalement. Objectif secondaire, se tenir prêt si la 4e République rechigne et faire discrètement pression. Dans ces moments-là, ça va très vite, vous savez. Foccart est sur la corde raide. Les esprits s'échauffent. Il faut à la fois éviter les dérapages et se préparer à faire monter la pression, au besoin par des actions clandestines violentes. Mais il faut penser à l'atmosphère de l'époque. J'ai rencontré un certain nombre de gens, dont des anciens officiers du bataillon, qui étaient en train de monter un espèce de complot. Et moi, on m'avait donné comme mission d'aller faire sauter la poste, bureau de poste de l'avenue de Messine. Voilà, on me dit un truc, on te donnera de l'explosif, etc. Et comme ça, le général reviendra, on va prendre le pouvoir pour au nom du général en France, à Paris à l'époque. Bon, je me souviens d'avoir reconnu le bureau de poste de l'avenue de Messine. Et puis j'ai vu à peu près par où je rentrerais, ce que je ferais, etc. Puis entre-temps, le général est arrivé sans coup férir, là, par un consensus. Cotille l'a reçu à l'Élysée. Et tout ceci s'est arrêté. J'ai pas fait sauter la poste de la rue de Messine. Et mes amis chacun avait d'autres objectifs. Je me souviens pas desquels, mais chacun avait son objectif, comme on en avait pendant la guerre. De Gaulle revient au pouvoir dans la légalité républicaine. Il est appelé par le président Coty à former un gouvernement. Au programme, 5e République et décolonisation. Je crois que Foccart était un républicain, je crois qu'il était un dévot du général, un dévot de la présence de la France en Afrique,
pour la première divinité de Gaulle comme pour la seconde, la France-Afrique, je crois que Foccart aurait fait n'importe quoi. Et voilà. Jacques Foccart est nommé secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Il est directement rattaché au chef suprême. La mission est à la hauteur de ses compétences. Le général de Gaulle lui avait donné une mission bien précise. C'était de réussir la décolonisation. Autrement dit, accompagner le sens de l'histoire, les pieds sur les freins. Sur les sujets très chauds, il est important qu'à New York, à l'ONU, les pays africains indépendants soient aussi alliés de la France. Et donc, pour nous, dans le domaine de notre politique étrangère, il est important de maintenir cette relation avec ces pays récemment devenus indépendants. Finalement, grâce à tout ça, lorsque le général de Gaulle allait à l'ONU, allait je ne sais où, il arrivait avec les 14 voix des 14 pays nouvellement indépendants, donc il arrivait avec 15 voix, et donc il faisait ce qu'il voulait. Voilà quelle était sa vision. Et l'instrument, c'était Foccart. Conserver l'Afrique francophone dans le giron français coûte que coûte. Accompagné de Foccart dans le rôle du VRP, de Gaulle sillonne toute l'Afrique francophone en 1958. Il propose un référendum pour faire adopter la communauté, un vaste ensemble de peuples autonomes mais non indépendants. L'alternative est apparemment simple. Voter oui, c'est la communauté. Voter non, c'est l'indépendance. Mais Foccart veille. Certains discours de leaders africains sont opportunément remaniés à la dernière minute, car il est bien entendu hors de question de voter non. Foccart peut compter sur son allié de poids et avocat infatigable. Félix Houphouët-Boigny milite énergiquement pour convaincre les indécis. Un chef pourtant échappe à Foccart. Le Guinéen Sékou Touré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sékou affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général de Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très très mal l'affront. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure, nous savons que Sékou Touré va s'affirmer face au général. Et moi, j'avais de Sékou Touré une opinion assez bonne, et j'étais fasciné par le « enfin de Gaulle va trouver à qui parler ». Et j'ai vu un Sékou Touré qui en faisait beaucoup, il a fait une vraie comédie, mais quand même assez formidable. Alors que le leader guinéen ne désire pas rompre définitivement les liens avec la France, c'est l'ancien colonisateur qui supprime unilatéralement l'aide économique et gèle les avoirs de la Guinée. Indépendance et rupture des liens. En pleine guerre froide, cela a une signification très précise. Sékou Touré se tourne vers l'URSS pour assurer sa protection et son développement économique. Sékou devient doublement l'homme à abattre. C'est le début d'une lutte sans merci et très personnelle entre Jacques Foccart et Sékou Touré. Sékou Touré avait un discours évidemment très dur sur Foccart, et il utilisait ce terme disant Foccart, et puis peut-être pouce vers le bas, tel un empereur romain. Très vite, on a vu que Sékou Touré devenait un potentat, que ce type magnifiquement doué, compétent, connaissant beaucoup de choses, très intelligent, était pris par le pouvoir absolu et devenait un tyran. Ça s'est révélé en quelques mois. Le SDEC lance l'opération Persil, qui consiste à inonder la Guinée de fausses monnaies pour couler l'économie du pays. Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement Sékou Touré. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. L'un des officiers paras chargés de la mission a des remords. Très catholique, il s'en ouvre à un prêtre. Celui-ci brise le secret de la confession, et de fil en aiguille, l'information remonte au Quai d'Orsay, à Paris. Foccart est contraint d'annuler l'opération, momentanément. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré est très intéressant, parce que voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non, mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par de Gaulle-Foccart, eh bien, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle, parce qu'il a fait l'objet de complots continuels
de déstabilisation continuelle. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait par la... En fait, je peux dire par la France, avec à la manœuvre Jacques Foccart. L'édifice construit par Foccart à la demande de De Gaulle ne tient pas. La communauté ne résiste pas aux volontés d'indépendance africaine. Dès la fin de l'année 1959, la Fédération du Mali demande son indépendance, rendant celle des autres inexorable. Qu'importe, tout est prêt. Foccart prend tout en main. Des juristes français rédigent des constitutions à la carte, sinon à la chaîne, sur le modèle de la Constitution française. Les gouverneurs coloniaux font leurs valises et sont remplacés par des ambassadeurs. Au cours de l'année 1960, toute l'Afrique noire francophone, comme ici Madagascar, devient indépendante. On croit souvent que les indépendances africaines se sont passées pacifiquement. Ce n'est pas vrai partout. Au Cameroun, la révolte du Bamileke a débuté alors que le pays est encore sous mandat français. La France poursuit son intervention dans le Cameroun devenu indépendant. Une lutte militaire secrète s'engage alors entre l'armée française et les insurgés. L'un des officiers français, parlant des maquisards, note « Animés d'une foi aveugle en leurs sorciers, ils se montrent de jour en jour plus agressifs. » Disposant d'un recrutement facile et pratiquement illimité, les pertes comptent peu. Le bilan officiel de cette guerre secrète est de 20 000 morts côté camerounais et d'une centaine côté français. Le véritable bilan ne sera sans doute jamais connu.